Ma belle-mère a dit, tu ne viens pas avec nous, c'est pour une vraie famille, mais il voulait faire une pause dans ma maison au bord du lac sans moi. Alors, je suis arrivé en avance et j'ai changé les serrures. Quand ils sont arrivés, j'ai dit. Je ne laisserai pas des étrangers entrer dans ma maison. Je m'appelle Rowan Lee et depuis 15 ans, je suis le fantôme à la table familiale. Vous savez, celle que l'on ignore, la présence silencieuse à travers laquelle les gens regardent en se passant la purée de pommes de terre. Celle dont les réussites obtiennent un hochement de tête poli tandis que celles des autres reçoivent une ovation debout. J'ai 34 ans, je suis illustratrice botanique, ce qui signifie en gros que je suis payée pour peindre des feuilles avec des détails époustouflants pendant que le monde me dit que je devrais vouloir quelque chose de plus bruyant. Mon sanctuaire est un endroit appelé Whisperwood. Ce n'est pas juste une maison au bord du lac. C'est l'adresse de mon âme. Je l'ai hérité des parents de ma mère, Lily, qui m'ont élevé bien plus que mon propre père ne l'a jamais fait. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans, et mon père, Charles, s'est remarié en moins de 2 ans avec une femme nommée Céleste. Elle a amené avec elle mon demi-frère, Julien, qui avait mon âge, et soudain, notre maison calme et remplie de livres est devenue une scène pour la production familiale parfaite de Céleste. J'étais la doublure qui n'a jamais eu de réplique. Whisperwood était mon évasion. Chaque été, mes grands-parents m'y emmenaient. C'est un grand cottage en cèdre sur un lac caché dans les Adirondacks, rempli de l'odeur des aiguilles de pin et des vieux livres. Mon grand-père m'a appris à pêcher depuis le quai. Ma grand-mère m'a appris à faire de l'aquarelle sur la véranda ensoleillée, la compétence même qui a bâti ma carrière. Ils me l'ont laissé uniquement à moi à leur décès il y a 7 ans. Pour ma famille, surtout Céleste, c'était une décision déconcertante, un gaspillage pour la fille silencieuse, une ressource qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'étais dans mon appartement en train de terminer une commande d'une orchidée rare quand la carte postale chic et gaufrée est arrivée. Elle était adressée à mon père. Elle a dû se mélanger à mon courrier par erreur. Le recto montrait une photo brillante d'un lac tranquille au coucher du soleil. Au verso, dans l'écriture en boucle de Céleste, on pouvait lire « Charles, Julien et moi sommes si excités pour notre nouveau départ en vraie famille au lac. 10 jours de paix, juste nous. Prends ta canne à pêche. Avec amour, c'est « Mon souffle s'est coupé. Le lac. Mon lac. Le nouveau départ en vraie famille. » Les mots brûlaient plus que la coupure que je me suis faite avec le bord du papier. Ce n'était pas la première fois qu'ils utilisaient Whisperwood. Ils demandaient, toujours à la dernière minute, toujours avec un soupir qui suggérait que je les dérangeais en ayant des plans. Rowan, ma chérie, nous avons besoin d'un week-end. Tu ne l'utilises pas, n'est-ce pas? Si j'hésitais, la voix de Céleste dégoulinait d'un doux poison. La famille partage, Rowan, ton père en a besoin. Alors, je leur donnais les clés et ils revenaient, laissant la maison un peu plus en désordre, le frigo vide, et jamais un merci. Juste un commentaire sur le fait que la décoration était vieillotte et que le Wi-Fi était d'une lenteur inacceptable. Mais cette fois, c'était différent. Des vacances prévues de 10 jours, un nouveau départ en vraie famille qui ne m'incluait explicitement pas. Ils n'avaient même pas demandé. Ils avaient juste supposé. Ils avaient invité mon père en voyage dans ma maison, et je n'étais même pas une pensée secondaire. J'étais une non-personne. Mes mains étaient stables alors que je posais la carte postale à côté de ma peinture de l'orchidée, une chose délicate et rare qui prospérait dans des conditions spécifiques et protégées. J'ai regardé des pétales fragiles à l'écriture dure. Une clarté froide s'est installée en moi, le genre qui ne vient pas de la colère, mais d'une vérité si évidente qu'elle en est aveuglante. Ils voyaient Whisperwood comme un avantage pratique, une jolie toile de fond pour leur album de photos de famille. Ils ne voyaient pas son cœur. Ils ne voyaient pas mes grands-parents dans chaque planche de pain noueux. Ils ne voyaient pas mon enfance dans la vue depuis le quai. Ils ne me voyaient pas du tout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé mon père pour crier. Je suis juste restée assise là, dans le silence de mon appartement, le fantôme qu'ils avaient fait de moi, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Les fantômes ne peuvent pas être des invités. Ils sont déjà là. Ils connaissent les secrets de la maison. Un plan a commencé à se former, calme et précis, comme les coups de pinceau sur ma toile. Ils voulaient un nouveau départ en famille sans moi. Très bien, ils en auraient un, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. J'avais une clé. J'avais l'acte de propriété et j'avais 2 semaines avant le début de leur voyage. Il était temps pour le fantôme de devenir la propriétaire. Le lendemain de l'arrivée de la carte postale,
j'ai appelé la seule personne qui m'ait jamais vu clairement. Il s'appelle Léo, et il a été l'avocat de mon grand-père. Puis mon avocat depuis plus longtemps que je n'ai vécu. Son bureau sent le cuir et la menthe poivrée, une odeur de stabilité inébranlable. Rowan, dit-il sans lever les yeux d'un document. Dis-moi que tu n'es pas ici pour céder Whisperwood à la femme de ton père. Mon cœur ne le supporterait pas aujourd'hui. Un vrai sourire a touché mes lèvres pour la première fois depuis des jours. Le contraire, Léo. J'ai besoin de construire une clôture. Il a enfin levé les yeux, son regard perçant ne manquant rien. Métaphorique ou littéral? Les deux. J'ai fait glisser la carte postale sur son bureau poli. Il l'a lu, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque mot. Il n'a pas seulement vu l'invitation. Il a vu l'exclusion, l'effacement. Il l'avait vu se produire pendant des années de manière plus subtile. L'anniversaire manqué que Céleste avait oublié de mentionner à mon père, la fête de remise de diplôme de Julien qui avait éclipsé ma première exposition en galerie. Un nouveau départ en vraie famille, a-t-il cité, sa voix sèche comme du vieux papier. Charmant. Et il prévoit juste de débarquer. Ils ont une clé de l'été dernier. Ils pensent posséder l'endroit en esprit parce qu'ils partagent mon nom de famille. Ou plutôt, je partage le leur. Léo s'est penché en arrière, joignant ses doigts. Légalement, chaque écharde vous appartient. Moralement, ce sont des intrus avec une invitation familiale du fantôme des Noëls passés. Quelle est votre stratégie? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux y aller avant eux. Je veux changer les serrures. Je veux les attendre à leur arrivée. Il n'a pas bronché. Et dire quoi? Je n'en suis pas encore là, ai-je admis. Je sais juste que je ne peux pas les laisser entrer. Pas cette fois. Pas après ça. Bien, dit-il simplement. Il était temps. Il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier épais. Le dossier de Whisperwood. Changer les serrures est un début, mais s'ils l'ont traité comme une propriété en temps partagé, il nous faut plus. Il nous faut un mur de papier qu'ils ne peuvent pas escalader. Il a sorti une carte d'arpenteur, les limites de la propriété tracées en bleu définitif. Vos grands-parents étaient sages. Le terrain est dans une fiducie de conservation. La maison est à vous, sans aucune charge, mais nous pouvons renforcer cela. Il a proposé de rédiger une lettre officielle, citant la carte postale comme preuve d'une intention d'utilisation non autorisée, et de l'envoyer à mon père et à Céleste. Un rappel à l'ordre d'un avocat rendrait la chose réelle, pas juste une querelle de famille. Non, ai-je dit, me surprenant moi-même. Pas encore. Une lettre leur permet de se préparer. Ça leur permet de raconter une histoire à la famille sur le fait que je suis difficile, que je brise le cœur de mon père. Je veux qu'ils arrivent en s'attendant à des vacances et qu'ils trouvent une porte fermée. Je veux que le choc soit absolu. Ensuite, nous pourrons parler de lettres. Léo m'a étudié. Un nouveau respect dans son regard. Vous ne vous contentez plus de peindre des feuilles, n'est-ce pas? J'apprends à peindre des limites, ai-je dit. Avec des couleurs très vives. Nous avons passé l'heure suivante sur la logistique. Il m'a donné le contact d'un serrurier réputé près du lac. Il m'a conseillé de documenter minutieusement l'état actuel de la maison avant leur arrivée possible. Photos, vidéos, au cas où quelque chose serait endommagé. Il m'a rappelé que bien que Jean soit la propriétaire, les lois locales sur la jouissance paisible comptaient. Ne commencez pas une dispute sur le porche, a-t-il dit. Soyez juste un objet calme et immuable. J'ai quitté son bureau avec une liste et une détermination plus dure que le granit. Mon arrêt suivant fut le magasin de fournitures d'art, mais pas pour de la peinture. J'ai acheté un simple et beau journal relié en cuir. Sur la première page, j'ai écrit « La récupération de Whisperwood ». Ce soir-là, dans mon appartement, entouré de mes peintures de forêt tranquille et de lacs silencieux, j'ai commencé mon propre plan. Pas seulement pour changer les serrures, mais pour tout changer. J'ai noté chaque affront, chaque moment emprunté et jamais rendu. Chaque fois que je m'étais effacé pour correspondre à leur récit. Ce journal n'était pas pour la vengeance. C'était pour la mémoire. J'avais besoin de me souvenir pourquoi je faisais cela. Pour que, lorsque la voix déçue de mon père résonnerait au téléphone, je ne cède pas. J'ai fait ma valise non pas avec colère, mais avec détermination. Mes bons pinceaux, mes encres préférées, assez de vêtements pour un long séjour. Je n'allais pas seulement les enfermer dehors.
j'allais réemménager. Pour récupérer le silence, la paix, l'espace qui était mien. Alors que je quittais la ville le lendemain matin, le lever du soleil saignait d'orange et de violet sur l'horizon. Je ne fuyais pas. Pour la première fois, je courais vers quelque chose. Je rentrais chez moi pour le protéger. Le fantôme retournait au seul endroit où il avait toujours été vraiment vivant. Le voyage vers Whisperwood était une méditation. À chaque kilomètre, l'emprise étouffante de la ville se relâchait. L'air changeait, devenant plus frais, sentant la terre et la liberté. Quand j'ai finalement tourné sur la longue allée de gravier qui serpentait à travers les pins, mon cœur ne s'est pas contenté de battre, il s'est envolé. C'était là. Les bardeaux de cèdre argentés par le temps, le toit vert, le large porche surplombant le lac vitreux. Ce n'était pas juste une maison. C'était le témoignage d'un amour qui avait toujours été certain de moi. Je suis entré, et l'odeur familière de cire d'abeille, de pain et de vieux livres m'a enveloppé comme une étreinte. C'était propre, mais je pouvais voir de légères traces de leur dernière visite, une éraflure sur le parquet qu'ils n'avaient pas mentionnée, une tringle à rideau légèrement tordue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à tout photographier, pièce par pièce, créant mon dossier. Puis j'ai appelé le serrurier. C'était un homme bourru nommé Al qui connaissait mes grands-parents. Il était temps que vous les changiez, a-t-il grogné en examinant les vieilles serrures. Les mêmes clés circulent depuis des années. En moins de 2 heures, chaque porte extérieure avait une nouvelle serrure étincelante. Les clés, juste 2 copies, semblaient lourdes et importantes dans ma paume. C'était la nouvelle réalité. Je suis resté sur le porche alors que le camion de Hal s'éloignait en crissant sur l'allée, me laissant dans un silence profond. Les seuls sons étaient le vent dans les grands pins et le doux clapotis de l'eau contre le quai. J'avais construit mon mur de papier avec Léo. Maintenant, j'avais construit mon vrai mur. Le plan était complet. La maison était sécurisée. Maintenant, j'attendais. Leur nouveau départ en vraie famille devait commencer dans 10 jours. J'avais 10 jours pour me souvenir de qui j'étais dans cet espace sans leurs ombres. J'avais 10 jours pour préparer mon cœur à la confrontation. Je n'avais pas hâte de me battre. Mais pour la première fois, je n'en avais plus peur. J'étais sur mon propre terrain. Pendant les premiers jours à Whisperwood, j'ai simplement existé. J'ai laissé le calme s'imprégner dans mes os, lavant le bruit résiduel de leur monde. J'ai dormi dans ma vieille chambre sous les combles, me réveillant au son des plongeons sur le lac, pas du trafic. J'ai fait du café dans la vieille cafetière à percolation de ma grand-mère et je l'ai bu sur le quai, mes pieds ballants dans l'eau froide et claire. Je n'ai pas touché un pinceau. J'ai juste regardé. Je me suis souvenu. J'ai parcouru les limites de la propriété, mes doigts effleurant l'écorce rugueuse des arbres que mon grand-père m'avait appris à identifier. Pin blanc, pruche, érable à sucre. J'ai retrouvé la parcelle de myrtilles sauvages que nous cueillions. Le rocher plat où nous faisions des pique-niques. La terre se souvenait de moi, elle aussi. Elle portait mon histoire dans son sol moussu et ses clairières baignées de soleil. Il ne s'agissait pas seulement de leur refuser des vacances. Il s'agissait de se souvenir de ce qu'ils essayaient de prendre. Mon sanctuaire, mon héritage, ma preuve que j'avais été aimé sans équivoque. À chaque heure paisible, ma détermination passait de quelque chose de fragile à quelque chose de flexible et de fort, comme un arc bien rodé. Le 4e jour, j'ai enfin installé mon chevalet sur la véranda ensoleillée. La lumière du matin était parfaite, filtrant à travers les arbres et projetant des reflets dansants sur le lac. Je n'ai pas peint une feuille ou une fleur. J'ai peint la vue depuis le porche, la courbe familière du rivage, les montagnes lointaines, le vieux canoë rouge amarré au quai. J'ai peint ma maison. À chaque coup de pinceau, je ne capturais pas seulement une image. Je réaffirmais un lien. C'était à moi. J'appartenais à cet endroit. Ils étaient les visiteurs, les intrus. Je savais qu'ils arriveraient bientôt. Le nouveau départ en vraie famille commençait un samedi. Le vendredi après-midi, une vague de nervosité a finalement percé mon calme. J'ai appelé Léo. Ils n'ont pas cherché à me joindre, lui ai-je dit, en regardant un Tamiya courir sur le porche. Ils ne le feront pas, a-t-il dit. Ils supposent que la porte est ouverte. Céleste a probablement déjà préparé le panier de pique-nique. Le drame commencera quand la clé ne tournera pas. Êtes-vous prête? Je crois, ai-je dit. Mais que dois-je dire exactement? La vérité est un bon début, a-t-il conseillé. Vous êtes la propriétaire de la maison. Ils n'ont pas été invités.
Ils doivent partir. Ne vous laissez pas entraîner dans le drame familial. Vous êtes la propriétaire s'adressant à des intrus. Gardez les choses aussi simples que ça. Cela semblait facile dans son bureau à des kilomètres de là. Cela semblait monumental, debout dans le salon entouré des échos des rires de mes grands-parents. J'ai répété devant le miroir, mon visage pâle et sérieux. C'est une propriété privée. Non, trop froid. Vous ne pouvez pas rester ici. Trop faible. J'ai abandonné et j'ai préparé le dîner. Les rituels familiers me calmaient. En mangeant, j'ai pensé à mon père. C'était le nœud difficile au centre de tout cela. Charles, l'homme qui était devenu un étranger en costume, hochant la tête au gré des orchestrations de Céleste. Me regarderait-il avec déception? Ou y aurait-il une lueur de quelque chose d'autre, de remords, ou même de compréhension? Je ne me suis pas permis de l'espérer. L'espoir était une vulnérabilité que je ne pouvais pas me permettre pour le moment. La nuit avant leur arrivée prévue, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la maison sombre, ma main traînant sur des meubles familiers. J'ai fini dans le bureau de mon grand-père, une pièce que Céleste qualifiait toujours de miteuse et suggérait de moderniser. J'ai allumé la lampe en verre vert sur son bureau. Dans sa flaque de lumière chaude, je l'ai vue, une petite photo encadrée que j'avais oubliée. C'était moi, à environ 7 ans, assise sur les genoux de mon grand-père à ce même bureau. Il me montrait quelque chose dans un livre, et je le regardais avec une attention totale. Ma grand-mère avait dû l'apprendre. Je n'étais pas un fantôme sur cette photo. J'étais le centre de l'univers de quelqu'un. On me voyait. J'ai serré la photo contre ma poitrine. C'était cela que je défendais. Pas seulement un bâtiment, mais le souvenir de cet amour, le droit d'avoir un espace où j'étais réel. La nervosité n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. Ce n'était plus de la peur. C'était de l'anticipation, une énergie vibrante et stable. J'en avais assez d'être la silencieuse, la facile, celle qui se faisait petite pour que les autres puissent s'étirer confortablement. Je me suis couché alors que les premières lueurs de l'aube éclaircissaient le ciel. J'ai dormi profondément, sans rêve. Quand je me suis réveillé, c'était au son d'une légère pluie crépitant sur le toit. C'était samedi, leur jour d'arrivée. Je me suis habillé de vêtements simples et robustes, un jean, un pull en laine. J'ai fait une pleine cafetière et j'ai bu une tasse lentement, regardant la pluie piquer la surface du lac. Les montagnes étaient enveloppées de brume. C'était une journée douce, grise, magnifique. Une journée parfaite pour un nouveau départ, mais pas le leur. J'ai déplacé une chaise dans le salon d'où j'avais une vue dégagée sur la longue allée depuis la fenêtre avant. J'ai ouvert mon livre actuel, mais je n'ai pas lu un mot. Mes oreilles étaient à l'écoute du bruit des pneus sur le gravier. Mon cœur était un tambour calme et régulier. Le calme d'avant était terminé. C'était maintenant l'heure de la tempête qu'il n'avait jamais vue venir. Je n'attendais plus en ville en me posant des questions. J'étais ici, sur ma terre, dans ma maison. J'étais la gardienne des clés. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai senti le poids plein et inébranlable de cette responsabilité s'installer sur mes épaules. Ce n'était pas lourd. C'était du pouvoir. La pluie a cessé vers midi, laissant le monde extérieur scintillant et net. L'odeur de pain humide et de terre riche se déversait par les fenêtres moustiquaires. J'étais dans la cuisine en train de laver ma tasse de café quand je l'ai entendu. Le crissement lointain du gravier, le faible ronronnement d'un moteur naviguant sur le dernier tronçon sinueux de mon allée. Mes mains se sont immobilisées sous l'eau chaude. C'était le moment. J'ai séché mes mains lentement, méthodiquement, en écoutant la voiture se rapprocher. Ce n'était pas la berline de mon père. C'était le son plus lourd du VUS de luxe de Céleste. Bien sûr, c'est elle qui conduirait. C'est toujours elle qui dirigeait. Je ne me suis pas précipité à la fenêtre. J'ai marché jusqu'au salon et je me suis tenu calmement derrière le grand fauteuil, regardant le véhicule noir brillant émerger de la lisière des arbres et s'arrêter dans l'allée circulaire. Les portières se sont ouvertes comme des pétales synchronisés. Céleste est sortie la première, vêtue d'une tenue de sport chic et chère, comme si elle était sur le point de jouer dans une séance photo de catalogue intitulée Loisirs au bord du lac. Elle a pris une profonde inspiration dramatique, souriant à la maison. Puis est venu Julien, mon demi-frère, l'air déjà ennuyé, les yeux rivés sur son téléphone. Il avait pris 10 kilos depuis la dernière fois que je l'avais vu, avec une nouvelle barbe de 3 jours soigneusement entretenue. Enfin, mon père Charles est sorti du côté passager.
Il s'est étiré le dos. Son visage s'est tourné vers le ciel qui s'éclaircissait. Il avait l'air pluvieux, fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le trajet. Je les ai observés. Ils ne m'ont pas vu à la fenêtre. Ils voyaient leurs vacances. Céleste a montré les parterres de fleurs, disant quelque chose qui a fait sourire Julien. Mon père s'est tourné pour récupérer les sacs du coffre. Ils se sont dirigés vers le porche comme une seule unité, Céleste en tête, fouillant déjà dans son grand sac en cuir. Je l'ai vu sortir le trousseau de clés, ma vieille clé sur un porte-clés ridicule d'une boutique de cadeaux qu'ils avaient visité sans moi. La confiance dans chaque pas. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je ne suis pas resté derrière. Je l'ai déverrouillée et ouverte juste assez pour me tenir dans l'embrasure, remplissant l'espace avant qu'ils n'atteignent la dernière marche. La moustiquaire est restée fermée entre nous. Céleste était à 1 mètre. Clé tendue quand elle a finalement levé les yeux et m'a remarqué. Son sourire n'est pas tombé. Il s'est figé, puis s'est tordu en un masque de politesse confuse. « Rowan, chérie, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était du sirop, mais ses yeux étaient vifs, m'analysant, la porte, la situation. Julien a levé les yeux de son téléphone, a froncé les sourcils et y est retourné. Mon père, luttant avec 2 valises lourdes, s'est arrêté au bas des marches, son expression empreinte d'une véritable perplexité. « Rowan, est-ce que tout va bien ?» J'ai gardé ma voix égale, agréable même. C'était le ton que j'utilisais avec des clients éloignés. « Bonjour, Céleste. »« Julien. »« Papa. »« Tout va bien. » Le rire de Céleste était un son tintant et fragile. « Eh bien, quelle merveilleuse coïncidence. Nous parlions justement de la façon dont nous aurions dû t'inviter, n'est-ce pas, Charles ?» Elle n'a pas attendu sa réponse. « Mais puisque tu es là, tu peux nous aider à nous installer. Ce transport me tue le dos. » Elle a fait un geste vers mon père avec la clé, puis a essayé de la glisser près de moi vers la serrure. Je n'ai pas bougé. « Cette clé ne fonctionnera pas, Céleste. » Sa main s'est arrêtée en l'air. « Quoi ?» J'ai changé les serrures. Un temps de silence, brisé seulement par le cri d'un jet dans les arbres. La confusion sur son visage s'est approfondie, puis a commencé à se transformer en autre chose. Julien a de nouveau levé les yeux, plus intéressé maintenant. Mon père a posé les valises lentement. Changer les serrures, a répété Céleste, sa voix perdant son ton doucereux. Pourquoi diable ferais-tu ça? Pour la sécurité, ai-je dit simplement. C'est important de mettre les choses à jour. Elle a agité une main dédaigneuse. Eh bien, ce n'est pas un problème. Tu as la nouvelle clé, alors tu peux nous laisser entrer. Nous sommes épuisés par le trajet. Elle l'a dit comme si c'était la conclusion la plus logique du monde. Un ordre gentiment déguisé. J'ai regardé par-dessus elle, croisant le regard de mon père. Il me fixait, une ride profonde entre ses sourcils. Il n'était pas encore en colère. Il essayait de calculer. « Rowan, dit-il, la voix hésitante. Nous avons prévu ce voyage depuis des semaines. Nous sommes ici pour le nouveau départ en famille. » Je sais, ai-je dit, mon regard revenant sur Céleste. J'ai reçu la carte postale, celle adressée à papa, celle sur le nouveau départ en vraie famille. Elle a été livrée dans ma boîte aux lettres par erreur. La couleur a quitté le visage de Céleste, puis est revenue en 2 taches vives sur ses joues. Julien a laissé échapper un léger sifflement, rangeant son téléphone. La bouche de mon père s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a regardé du profil furieux de Céleste au mien, calme. Les pièces du puzzle s'assemblaient, et je pouvais voir le malaise, la prise de conscience naissante qu'il avait été un passager inconscient d'un voyage qui excluait explicitement sa propre fille. Ça. C'était privé, balbutia Céleste, se ressaisissant. Et tu le prends mal. Vraie famille signifiait juste la famille immédiate sous un même toit. C'était une blague. Ça ne ressemblait pas à une blague, ai-je dit, ma voix toujours calme. Ça ressemblait à une déclaration, une que vous avez faite en ne m'invitant pas dans ma propre maison. Ta maison? Le prétexte s'est finalement brisé. Sa voix s'est élevée, nette et claire dans l'air humide. Rowan, ne sois pas ridicule. C'est un endroit familial. Tes grands-parents auraient honte de toi, de le garder pour toi comme ça. Les mots étaient destinés à blesser,
mais ils ont rebondi sur l'armure que j'avais construite au cours des 10 derniers jours. Mes grands-parents me l'ont laissé, pour en prendre soin, pour décider qui le partage. Et après avoir vu cette carte postale, j'ai décidé. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Rowan, s'il te plaît, ne faisons pas ça ici. Pouvons-nous juste entrer et en parler comme des adultes? Le plaidoyer dans sa voix a failli me faire céder. Presque. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait choisi le silence pendant 15 ans. Il n'y a rien à discuter, papa. Vous avez prévu des vacances de 10 jours chez moi et vous ne m'avez pas invité. Vous avez supposé que vous pouviez simplement entrer. Ça s'arrête aujourd'hui. Céleste a fait un pas en avant, son visage un masque d'autorité outragée. Nous ne sommes pas des étrangers dans la rue. Nous sommes ta famille. Maintenant, ouvre cette porte. J'ai regardé elle, l'arrogance blasée de Julian, la passivité douloureuse de mon père. J'ai pensé à la photo sur le bureau, à l'amour qui a vraiment bâti cet endroit. Ma main reposait sur le loquet de la moustiquaire. Non, ai-je dit, le mot final est absolu. Je ne laisserai pas des étrangers entrer dans ma maison. Le silence qui a suivi mes paroles était absolu et électrique. C'était le son d'une vision du monde qui se brisait. La bouche de Céleste était entr'ouverte, parfaitement maquillée de rouge à lèvres, ses yeux écarquillés d'une incrédulité pure et sans mélange. Julian a éclaté de rire, un rire court et choqué. Mon père avait l'air comme si je l'avais giflé. Étranger, a finalement crié Céleste, le mot déchirant l'air calme du lac. Étranger? J'ai été dans ta vie depuis que tu es enfant. J'ai préparé tes repas. Vous vous êtes assuré que je sache que c'étaient les restes de Julian, ai-je dit, ma voix coupant la sienne sans s'élever en volume. Vous avez réservé des voyages en famille dans des complexes hôteliers et avez oublié de vérifier si mon passeport était à jour. Vous n'avez jamais, pas une seule fois, traité cet endroit autrement que comme un hôtel gratuit dont vous tolérez que j'ai la clé. Cela ne fait pas de vous une famille. Cela fait de vous une mauvaise invitée. Elle a bafouillé, cherchant un contre-argument qui ne venait pas. Elle s'est tournée vers mon père, les yeux flamboyants. Charles, vas-tu rester là et la laisser me parler comme ça? À nous? Après avoir conduit tout ce chemin. Mon père a tressailli, son regard oscillant entre sa femme furieuse et sa fille, une fille qui ressemblait soudain à une forteresse qu'il ne savait pas comment franchir. Rowan, c'est extrême. Pouvons-nous s'il te plaît juste entrer? Nous pouvons en discuter calmement. Nous sommes tous fatigués. Je ne suis pas fatigué, papa, ai-je dit en me concentrant sur lui. Il était le maillon faible de leur chaîne, celui dont j'avais toujours craint la déception. Mais debout ici, sur mon propre terrain, j'ai vu sa faiblesse pour ce qu'elle était. Un choix. Le choix d'être passif. Le choix de laisser Céleste définir notre famille. Je suis ici depuis 10 jours. À réfléchir, à me souvenir, et je suis parfaitement calme. La discussion est simple. Vous ne restez pas ici. Pas ce soir. Pas pour votre nouveau départ. Vous devez faire demi-tour et rentrer chez vous. Julian a finalement décidé de s'engager. Il a monté les marches nonchalamment pour se tenir à côté de sa mère, sa posture suintant une domination décontractée. Allez, Rowan. Ne fais pas ta reine du drame. C'est une maison. Nous sommes là. Ouvre juste la porte. C'est embarrassant. Il a tendu la main et a secoué la poignée de la moustiquaire. Je n'ai pas bronché. C'est embarrassant, ai-je convenu, le regardant droit dans les yeux. Pour vous, de vous présenter sans y être invité et de vous faire dire de partir. Mais l'embarras prend fin quand vous remontez dans votre voiture. Son sourire suffisant s'est estompé. Il n'était pas habitué à la résistance, surtout pas de ma part. Il était habitué à la fille silencieuse qui se fondait dans le décor. Tu es une gamine égoïste. Grand-père et grand-mère seraient dégoûtés. Un feu froid s'est allumé dans ma poitrine. Tu ne les as même jamais rencontrés, Julian. Tu appelais cet endroit la cabane ennuyeuse la seule fois où Céleste t'a forcé à venir. Ne prétends pas avoir la moindre idée de ce qu'ils auraient voulu. Mon père a passé une main sur son visage, un geste d'une profonde lassitude. Rowan, que veux-tu? Des excuses? Très bien. Nous sommes désolés que la carte postale ait blessé tes sentiments. C'était insensible, mais de nous enfermer dehors. Ce sont nos vacances.
Nous n'avons nulle part où aller. C'est l'heure qui a fait déborder le vase. Nos vacances, dans ma maison. Il y a des hôtels en ville, ai-je dit, mon ton ne laissant aucune place à la négociation. Où vous pouvez rentrer. Ce sont vos options. Mais cette maison vous est fermée. Céleste vibrait d'une fureur silencieuse. Mais maintenant, elle a changé de tactique. L'indignation a fondu pour laisser place à une performance de dignité blessée. Ses épaules se sont affaissées, ses yeux se sont embués. Elle s'est tournée vers mon père, la voix tremblante. Charles, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que j'ai essayé de faire pour rassembler cette famille. C'est comme ça qu'on nous traite. Elle nous punit de vouloir un peu de temps ensemble en tant qu'unité familiale. Elle nous a toujours méprisés. C'était un vieux scénario et pendant des années, il avait magnifiquement fonctionné. Il me peignait comme l'enfant jalouse et brisé qui empoisonnait la famille heureuse. Mon père soupirait, me lançait un regard de doux reproche et arrangeait les choses en donnant à Céleste tout ce qu'elle voulait. Mais nous n'étions pas chez lui. Nous étions chez moi. Mon père a regardé la douleur performative de Céleste, puis moi, debout, immuable derrière la moustiquaire. J'ai vu le conflit faire rage sur son visage, l'habitude de l'apaisement contre le choc de mon défi sans précédent. Il a fait un pas en avant, la voix basse et tendue. Rowan, ce n'est pas toi. Tu es une personne raisonnable. S'il te plaît, laisse-nous juste entrer pour la nuit. Nous parlerons demain matin. Nous trouverons une solution. C'était le plus près qu'il ait jamais été de reconnaître qu'il y avait quelque chose à régler. Mais c'était trop peu, 15 ans trop tard. Il me demandait toujours de céder, de faciliter les choses, d'être la fille raisonnable qui ne faisait pas de vagues. J'ai regardé les trois d'entre eux sur mon porche, la reine en colère, le prince blasé et le roi las qui avait abdiqué son trône depuis longtemps. C'était la vraie famille de la carte postale, et je n'étais pas sur la photo. J'ai pris une profonde inspiration, humant l'odeur de ma maison, de ma terre. Non, papa, ai-je dit, et ma voix était remplie d'une tristesse qui m'a surprise moi-même. C'est moi. La moi que tu n'as jamais pris la peine de voir. La moi qui possède cette maison. La moi qui en a fini d'être raisonnable au détriment de tout ce qui est à moi. La réponse est non. Vous devez partir. J'avais tracé ma ligne dans le sable de ma propre allée. Et pour la première fois, je ne me tenais pas de leur côté. Je me tenais fermement, inébranlablement du mien. Pendant un long moment, personne n'a bougé. C'était comme si mes mots avaient jeté un sort, les figeant dans un tableau d'incrédulité sur mon porche. Le seul mouvement était le doux balancement des pins et le cri lointain d'un faucon. Céleste a été la première à craquer. La dignité blessée s'est fissurée, révélant la fureur brute en dessous. Espèce de petite sorcière ingrate, sifflait-elle, le venin dans sa voix dépouillant le dernier prétexte de civilité. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te laisser vivre avec nous, mettre un toit sur ta tête. Un toit pour lequel j'ai discrètement payé un loyer dès mes 18 ans, lui ai-je rappelé, mon calme contrastant vivement avec son tremblement. Et une maison où je me sentais comme un fantôme. Ce n'est pas un cadeau, Céleste. C'est une transaction. Elle m'a ignoré, tournant sa fureur vers mon père. Charles, tu vois? Vois-tu enfin la personne qu'elle est vraiment? Vindicative, méchante. Elle nous vole ça. À toi. Le visage de mon père était un masque d'angoisse. Il ne la regardait pas. Il me fixait, ses yeux cherchant la fille docile qu'il connaissait. Il ne la trouvait pas, Rowan, dit-il, la voix creuse. Pourquoi fais-tu ça? Vraiment? Pour nous faire du mal? La question, si complètement aveugle, fut la dernière brique d'un mur que je ne savais pas que j'étais encore en train de construire. Je ne le fais pas pour vous faire du mal, papa, ai-je dit. Et la tristesse dans ma voix était réelle. Je le fais parce que pendant 15 ans, tu l'as laissé me faire du mal. Des petites coupures chaque jour, et tu n'as jamais mis un seul pansement dessus. Tu m'as juste demandé de ne pas saigner sur le tapis. Ceci. J'ai fait un geste vers la porte verrouillée, vers eux sur le porche. C'est moi qui applique enfin un garrot pour sauver ce qui reste. Il a physiquement reculé comme si mes mots étaient des pierres. Julien, sentant que sa mère perdait cette bataille particulière, a essayé une nouvelle tactique. Il a sorti son téléphone, non pas pour le regarder, mais pour le pointeur sur moi. La lumière rouge de l'enregistrement s'est allumée.
Très bien, Rowan. Tu veux jouer à ça? Parfait. Enregistrons ça. Tu refuses l'entrée à ta propre famille dans une propriété, tu retiens les clés. Ça va faire très bonne impression. Une confiance étrange, presque sereine, s'est installée en moi. Vas-y, Julian. Enregistre. Assure-toi de bien cadrer la maison en arrière-plan. Ma maison. Celle dont le nom est sur l'acte. Celle où vous n'avez aucun droit légal d'entrée. Je suis sûr qu'Internet aura des opinions très tranchées sur des adultes capricieux qui font une crise quand on leur dit non pour la première fois. Il a légèrement baissé le téléphone, l'incertitude vacillant dans ses yeux. Il s'attendait à ce que je me recroqueville, que je le supplie d'arrêter. Il n'était pas préparé à ce que j'invite le regard des autres. Céleste a vu son hésitation et a sauté sur un nouvel angle. Nous avons un droit. Charles est ton père. Il a un droit moral. La moralité est intéressante, ai-je dit doucement. Est-il moral de planifier un voyage en vraie famille qui exclut votre belle-fille de son propre héritage? Est-il moral d'utiliser et d'utiliser encore sans jamais un simple merci? Tu n'as pas à me faire la leçon sur la moralité, Céleste. Tu as mis ce compte en faillite il y a longtemps. La vérité, dite tranquillement dans l'air clair de la montagne, était plus puissante que n'importe quel cri. Mon père a finalement rompu sa paralysie. Il a monté les marches, dépassant Céleste et Julian, jusqu'à se tenir directement devant la moustiquaire. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre, séparés par un grillage métallique. Ses yeux étaient injectés de sang, remplis d'une douleur que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Était-ce pour les vacances perturbées ou pour la fille qu'il réalisait soudain avoir perdue? Rowan, a-t-il murmuré, la voix brisée. S'il te plaît. Je te le demande en tant que ton père. Laisse-nous entrer, juste pour ce soir. Nous pouvons arranger ça. C'était encore le « nous ». Le « nous » royal qui signifiait toujours lui et Céleste. Il me demandait de rejoindre leur unité, de rentrer dans le rang, de prétendre que la carte postale n'avait jamais existé. Il offrait le vieux pont chancelant pour revenir à la situation d'avant. J'ai regardé dans les yeux de l'homme qui me lisait des histoires, qui s'était estompé pour devenir un étranger poli en costume. J'ai senti l'attraction de toute une vie de désir pour son approbation. C'était une force gravitationnelle puissante. Mais j'ai pensé à la fille sur la photo du bureau, si totalement vue. J'ai pensé à la force tranquille de cette maison, qui avait tenu bon à travers les générations sans avoir besoin de demander la permission d'exister. J'ai pensé à moi-même, le fantôme, devenant enfin solide. Non, papa, ai-je dit, et ma voix ne contenait aucune colère, seulement une certitude finale et tranquille. Tu ne peux pas arranger ça en franchissant cette porte. La réparation aurait dû commencer il y a des années, et tu as choisi de ne pas le faire. Je ne choisis plus ça. Vous devez partir. La dernière lueur d'espoir dans ses yeux s'est éteinte. Ses épaules se sont affaissées. Le costume d'autorité qu'il portait toujours semblant se dégonfler. Il avait l'air vieux, perdu et totalement vaincu. Pas par moi, ai-je réalisé, mais par le poids accumulé de toutes les fois où il avait choisi le chemin de la moindre résistance. Chaque fois qu'il avait laissé Céleste dicter ce que serait notre famille. Il n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête, un minuscule mouvement brisé. Il s'est retourné et a redescendu les marches, passant devant une Céleste sans voix et un Julian renfrogné, en direction du VUS. Charles, a hurlé Céleste. Où vas-tu? Nous ne partons pas. Elle ne peut pas faire ça. Elle le peut, a dit mon père, la voix plate et fatiguée. Il a ouvert la portière passager. Et elle l'a fait. Monte dans la voiture, Céleste. C'était peut-être le premier ordre direct qu'il lui donnait en 15 ans qui n'avait pas été préapprouvé par elle. Le choc l'a réduite au silence. Elle l'a regardé, puis moi, son visage un chef-d'œuvre de volonté contrariée. Avec un son de pure rage, elle a dévalé les marches, a attrapé une valise par terre et l'a jetée dans le coffre ouvert. Julian, après un dernier regard incrédule vers moi, s'est glissé derrière elle. J'ai regardé pendant qu'ils remballaient leurs vacances inutilisées dans la voiture. Le silence n'était plus électrique. Il était creux, vidé de leur bruit. Mon père se tenait près de sa portière ouverte, regardant en arrière vers la maison, vers moi dans l'embrasure. Il n'y avait plus de colère dans son regard, juste un chagrin profond et perplexe. Il est monté.
Céleste a claqué la portière du conducteur avec assez de force pour faire tanguer le véhicule. Le moteur a rugi, un son violent dans la clairière paisible. Ils ont fait marche arrière, les pneus crissant sur le gravier humide, puis ils sont partis, disparaissant dans l'allée, avalés par le tunnel vert des arbres. Le son du moteur s'est estompé, remplacé par le vent, l'eau, le souffle vivant de la terre. J'ai déverrouillé la moustiquaire et je suis sorti sur le porche. L'air où il s'était tenu semblait chargé, mais il se dissipait déjà, purifié par la brise de la montagne. J'étais seul. J'avais gagné. J'avais tenu ma ligne. Alors pourquoi mes mains tremblaient-elles? Pourquoi la victoire avait-elle un goût de cendre et de regret? J'avais voulu qu'ils me voient, et ils l'avaient fait. Mais en me voyant, ils m'avaient aussi montré qui ils étaient, définitivement et sans déguisement. L'heure des comptes était passée. Le prix à payer était maintenant un poids silencieux et douloureux dans ma poitrine. J'avais ma maison, mais j'avais enfin et véritablement perdu mon père. Le silence après leur départ était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas le calme paisible des 10 jours précédents. C'était un silence lourd et retentissant, plein des échos de portes claquées et d'attentes brisées. Je suis resté longtemps sur le porche, regardant l'espace vide dans l'allée où leur voiture s'était trouvée, m'attendant à moitié à ce qu'ils reviennent pour tenter une autre approche. Ils ne l'ont pas fait. Lentement, les sons ordinaires de Whisperwood ont réinvesti le vide. Un écureuil a jacassé. L'eau du lac clapotait rythmiquement contre la rive. Le vent soupirait à travers un million d'aiguilles de pin. La vie ici continuait, indifférente au drame humain qui venait de s'évaporer de son seuil. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte, non pas parce que je pensais qu'il reviendrait, mais parce que l'acte me semblait nécessaire, un point final à une phrase brutale. Je me suis appuyé contre le bois massif, mon front pressé contre sa surface fraîche, et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 15 ans. Puis j'ai pleuré. Pas les jolies larmes cinématographiques de la victoire. C'était une libération brute, laide, secouée de sanglots. Des larmes pour la petite fille qui voulait juste que son père la choisisse. Des larmes pour les années à me faire plus petite. Des larmes pour la mort finale et irréversible de l'espoir que ma famille puisse un jour être ce dont j'avais besoin. La confrontation était terminée, mais le deuil ne faisait que commencer son travail. Quand je fus vide, je me suis lavé le visage avec l'eau froide du lac du robinet de la cuisine. J'ai fait une nouvelle cafetière, le rituel me ramenant à la terre. Tasse à la main, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire pendant leur confrontation. Je suis allé à la fenêtre avant et j'ai regardé dehors. L'allée n'était plus qu'une allée. La seule preuve de leur passage était une légère éraflure dans le gravier de leur demi-tour précipité. Mon téléphone, que j'avais laissé en silencieux dans la cuisine, a commencé à vibrer contre le comptoir. Un bourdonnement incessant et furieux. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était une tempête de textos et d'appels. La fureur de Céleste, les insultes de Julian, les culpabilisations blessées de mon père. Tout était contenu dans ce petit rectangle vibrant. Je l'ai pris, j'ai vu l'écran inondé de notifications, et sans en lire une seule, je l'ai éteint. Le silence est revenu, cette fois par choix. Le reste de la journée, j'ai déambulé dans la maison comme un fantôme à nouveau, mais cette fois c'était mon propre fantôme. Je hantais un espace que j'avais reconquis. J'ai touché des choses. Le dos du livre préféré de mon grand-père, le bois lisse de la table à manger, la courte pointe sur mon lit, me rassurant de leur réalité tangible. C'était réel. Leur colère n'était que du bruit. Alors que le soir tombait, peignant le lac de teintes roses et dorées, je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je savais aussi que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas eux. J'ai rallumé mon téléphone, ignoré la cascade d'alerte, et appelé Léo. Il a répondu à la première sonnerie. Je commençais à m'inquiéter, dit-il, sa voix un ancrage calme. C'est fait, ai-je dit, ma propre voix rauque par manque d'usage et par les larmes. Ils sont venus, ils sont partis. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Céleste a fait une crise. Julian a menacé de m'enregistrer. Mon père m'a demandé, en tant que mon père, de laisser tomber. Le dire à voix haute a ravivé la douleur. Léo est resté silencieux un moment. Et vous avez dit non. J'ai dit non. Bien, dit-il. Et le mot était rempli d'un respect profond et inébranlable. Le premier non est toujours le plus difficile. Ça devient plus facile. Pas moins douloureux,
mais plus facile à dire. Ça ne semble pas facile, ai-je murmuré, regardant un plongeon solitaire sur l'eau qui s'assombrissait. Ça ne devrait pas, dit-il doucement. Si c'était facile, cela signifierait que vous ne vous en souciez pas. La douleur signifie que vous sectionnez quelque chose qui était autrefois vivant, ou du moins que vous espériez l'être. Maintenant, écoutez-moi. Ils vont intensifier. Céleste va rallier les singes volants, tantes, cousins, amis de la famille. Vous serez dépeinte comme la méchante dans une histoire très convaincante. Vous devez être prête. Que dois-je faire? Rien, dit-il fermement. Vous ne faites absolument rien. Vous avez exposé votre position. Vous avez agi dans vos droits légaux. Toute réponse que vous donnerez maintenant ne fera qu'alimenter leur drame. Vous devenez une roche grise, inintéressante, immobile. Ils lancent leurs mots et leurs menaces et vous ne leur donnez rien en retour. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé au téléphone vibrant, au potentiel de publications vicieuses sur les réseaux sociaux. Aux regards apitoyés lors de futurs mariages ou funérailles. Je ne sais pas, vous le pouvez, a-t-il insisté. Vous venez de faire le plus dur. La partie silencieuse n'est que de l'endurance. Concentrez-vous sur votre maison, sur votre travail, sur la raison pour laquelle vous avez fait cela. Laissez-les s'épuiser à crier contre une porte que vous avez déjà fermée. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Ces conseils pratiques construisant un échafaudage autour de mes décombres émotionnels. Avant de raccrocher, il a dit, Rowan, pour ce que ça vaut de la part d'un vieil homme, vos grands-parents seraient si fiers de vous. Pas pour la bagarre, mais pour avoir enfin pris votre place dans l'espace qu'ils ont créé pour vous. Après l'appel, je me sentais progressivement plus forte. J'ai préparé un dîner simple et je l'ai mangé sur le quai alors que les étoiles émergeaient, nettes et froides dans le vaste ciel de montagne. L'immensité de l'univers a rendu mes problèmes à la fois minuscules et étrangement significatifs. J'étais une petite créature sur une petite planète, mais je m'étais battu pour mon petit lopin de terre spécifique, et cela comptait. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Quand je me suis réveillé, le soleil était haut et le monde était toujours là. Mon monde. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la confrontation. J'ai installé mon chevalet. J'ai peint la vue depuis le quai, mais cette fois, j'ai inclus l'espace vide dans l'allée. J'ai peint la tension silencieuse de l'après. Le calme qui suit une tempête. J'ai peint non seulement ce que je voyais, mais ce que je ressentais. Perte, liberté, solitude, force, tout tourbillonnant ensemble dans les bleus, les verts et les ors du paysage. La peinture était un enregistrement, non pas de leur visite, mais de ma survie à celle-ci. À chaque coup de pinceau, je ne me cachais pas des conséquences. Je les documentais. Je les revendiquais, elles aussi, comme faisant partie de mon histoire. Les conséquences, ai-je réalisé, n'étaient pas seulement qu'ils soient partis. C'était que j'apprenne à être ici, vraiment ici, sans l'ombre de leur arrivée imminente. C'était écouter le nouveau silence et découvrir quel son je voulais y faire. Le téléphone vibrant dans l'autre pièce était un rappel que le monde extérieur tournait toujours, rempli de leur version des événements. Mais ici, sur le quai, avec le soleil sur mon visage et l'odeur de térébenthine et de pain dans l'air, leur bruit semblait très, très loin. Pour l'instant, c'était suffisant. Une semaine a passé. Une semaine d'un silence de guérison profond. J'ai peint. J'ai lu. J'ai nagé dans le lac froid à l'aube. Je n'ai pas rallumé mon téléphone. Le monde au-delà des pins a cessé d'exister. J'étais profondément engagé dans le travail d'oublier comment être un fantôme et de me souvenir comment être une personne. Mais les ondes se propagent. La pierre de mon nom avait été jetée dans l'étang familial et les vagues cherchaient le rivage. Le 8e jour, j'avais besoin de faire des courses. Avec le sentiment de sortir d'une bulle protectrice, j'ai conduit les 20 minutes jusqu'à la petite ville rustique qui desservait les communautés du lac. J'étais au rayon des fruits et légumes en train de comparer des pommes quand j'ai entendu mon nom. Rowan Lee, est-ce bien toi? Je me suis retourné. C'était Madame Henderson, qui avait été une amie de ma grand-mère. Son visage ridé et bienveillant était empreint d'inquiétude. Bonjour, Madame Henderson. Je pensais bien que c'était toi, ma chère. Je suis à la cabane depuis une semaine. J'ai entendu. Eh bien, j'ai entendu qu'il y avait eu des problèmes le week-end dernier. Sa voix est tombée à un murmure sympathique.
Que ta famille est venue et que tu as dû les renvoyer. Alors, les ondes étaient arrivées jusqu'ici. Bien sûr. Céleste ne se contenterait pas de rager en privé. Elle aurait besoin de validation. Elle aurait appelé quelqu'un, peut-être l'agent immobilier local à qui elle avait demandé la valeur de la propriété, et aurait raconté son histoire de la belle-fille ingrate. J'ai gardé une expression neutre, une compétence que je perfectionnais. Il y a eu un malentendu sur l'utilisation de la maison, ai-je dit, délibérément vague. Tout est réglé maintenant. Elle m'a tapoté le bras. Eh bien, la famille peut être si compliquée, n'est-ce pas? Ta grand-mère voudrait que tu sois heureuse. Ne laisse personne te dire le contraire. Il y avait une lueur de connivence dans ses yeux. Elle n'avait jamais beaucoup aimé Céleste, qu'elle avait un jour qualifiée de « femme de la ville au rire bruyant ». Merci, ai-je dit, et je le pensais. C'était la première reconnaissance extérieure qui n'était pas chargée de colère ou de manipulation. C'était un simple cadeau de me voir, et de voir la vérité. La rencontre m'a préparé. Quand je suis revenu à Whisperwood et qu'avec une profonde inspiration, j'ai rallumé mon téléphone, je n'ai pas été choqué par le déluge. J'étais prête. Il y avait 47 appels manqués, 23 messages vocaux, une tempête de textes. Je n'ai ni écouté ni lu. J'ai navigué directement vers mes réseaux sociaux, me préparant. C'était pire que ce que j'avais imaginé, et pourtant pathétiquement prévisible. Céleste était passée à l'offensive nucléaire. Il n'y avait pas de publication directe me nommant. Elle était trop intelligente pour ça, mais son fil d'actualité était un chef-d'œuvre de martyr passif-agressif. Des photos de chambres d'hôtel tristes avec des légendes comme « Quand vos plans tombent à l'omé que nous en tirons le meilleur parti », une photo de mon père l'air fatigué dans un restaurant générique, mon rock à travers chaque déception, et le clou du spectacle, une photo de coucher de soleil qui n'était pas de mon lac mais aurait pu l'être. Parfois on apprend qui valorise vraiment la famille, serrez fort vos proches. Les commentaires étaient un flot d'émojis de soutien et de « je prie pour vous » et « les gens peuvent être si égoïstes » de son vaste réseau de connaissances. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai ressenti un étrange détachement. C'était une performance, un spectacle pour un public qui ne connaissait pas le scénario. Puis j'ai vu les messages dans mon dossier de demande de messages, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un cousin. Salut Rowan, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un drame à la maison du lac. Céleste est vraiment blessée. Un vieil ami de la famille. Ma chérie, appelle ton père. Il est dévasté. Les ondes tentaient de me ramener. La pression d'expliquer, de justifier, de m'excuser était une force tangible émanant de l'appareil dans ma main. J'ai pensé au conseil de Léo. Sois une roche grise. J'ai fermé les applications. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement cessé d'interagir. Leur histoire avait besoin de ma réaction pour paraître vraie. Sans elle, ce n'était que du bruit. Mais les ondes n'étaient pas seulement externes. Plus tard ce soir-là, alors que j'essayais de dessiner, ma main ne voulait pas coopérer. Je revoyais l'expression brisée de mon père. J'entendais le cri de Céleste, étranger. Le calme de la maison a commencé à ressembler moins à la paix et plus à l'isolement. Le doute, ce serpent sournois, a murmuré. Est-ce que ça en valait la peine? Aurais-tu pu leur donner juste une nuit? Es-tu la méchante de cette histoire? C'était la partie la plus difficile. Pas la confrontation, mais les conséquences dans mon propre esprit. Le questionnement. J'ai ouvert le journal en cuir que j'avais acheté, la récupération de Whisperwood. Et je n'ai pas écrit. J'ai dessiné. J'ai dessiné la carte postale. J'ai dessiné leur visage sur le porche. J'ai dessiné la clé dans la main de Céleste. J'ai dessiné ma propre main sur le loquet de la porte. Le voir sur papier, comme une série d'images, a dépouillé l'émotion et laissé les faits. Ils avaient planifié un voyage chez moi sans moi. Ils l'avaient appelé un voyage en « vraie famille ». Ils étaient arrivés en s'attendant à entrer de droit. J'avais dit non. Les faits étaient clairs, simples, inattaquables. La culpabilité et le doute n'étaient que des ondes émotionnelles, des échos de l'ancien schéma où mes sentiments étaient faux et les leurs étaient la seule monnaie valide. Je n'étais pas responsable de gérer leur déception face à un privilège qu'on ne leur avait jamais dû. J'ai fermé le journal. Les ondes internes ont commencé à se calmer. L'épreuve finale est venue 2 jours plus tard. Mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas,
mais l'indicatif régional était celui de ma ville natale. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, une notification est apparue. Message vocal de papa. Mon cœur a martelé contre mes côtes. C'était l'onde que je redoutais, l'appel personnel direct. J'ai attendu 1 heure, me préparant mentalement avant d'écouter. Sa voix était épaisse, fatiguée, dépouillée de l'énergie théâtrale de Céleste. Rowan, c'est papa. Je ne sais pas quoi dire. Je suis assis ici à regarder. À regarder la carte postale. Je la vois maintenant. Je vois ce qu'elle dit. Ce que ça voulait dire. Une longue respiration tremblante. Je suis si aveugle. Céleste, elle. Elle a dit que c'était juste une blague, une expression. Je l'ai cru. Je la crois toujours. Sa voix s'est brisée. Je t'ai laissé tomber. Je te laisse tomber depuis des années. Je suis tellement désolé, ma chérie. Pas pour le voyage, pour tout. Je ne sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas si tu le pourras un jour, mais... Je suis désolé. Le message s'est terminé. Je suis resté assise là, le téléphone flasque dans ma main, des larmes coulant silencieusement sur mon visage. Ce n'était pas une culpabilisation. Ce n'était pas une manipulation. C'était un aveu brut, imparfait, dévastateur. C'était la vérité que j'avais attendu toute une vie d'entendre, et ça faisait plus mal que toute sa rage. C'était l'onde la plus dangereuse de toutes, car elle me donnait envie d'ouvrir la porte. Le message vocal de mon père reposait en moi comme une pierre avalée, lourde, réelle. Il a changé la composition chimique de ma victoire, la transformant de quelque chose de clair et de dur en quelque chose de troublé et de compliqué. Il l'avait vu. Il l'avait enfin vu. Et ses excuses, aussi brisées soient-elles, étaient authentiques. C'était la seule chose que je pensais vouloir plus que la maison elle-même. Pendant 3 jours, j'ai été paralysé. Je prenais mon téléphone pour le rappeler, puis le reposais. Qu'est-ce que je dirais? Merci pour les excuses, mais tu ne peux toujours pas venir ici. Cela semblait cruel. Pourtant, le laisser entrer me donnait l'impression de céder le terrain que je venais de défendre si âprement. Je taillais les lilas envahissants près du porche, essayant de me perdre dans le travail physique, quand j'ai entendu une voiture. Pas le crissement agressif du VUS de Céleste, mais une approche plus lente, plus hésitante. Mon sécateur s'est immobilisé. J'ai regardé une berline familière et légèrement cabossée, la vieille voiture de mon père, celle qu'il utilisait pour se déplacer en ville, entrer doucement dans l'allée et s'arrêter. Il était seul. Mon souffle s'est coupé. Il est sorti lentement, vêtu non pas de sa tenue décontractée habituelle du week-end, choisie par Céleste, mais d'une vieille chemise en flanelle délavée et d'un jean. Il avait l'air plus petit. Il ressemblait à mon père d'il y a longtemps. Il n'est pas venu sur le porche. Il est resté près de la portière de sa voiture, les mains dans les poches, regardant la maison, le lac, partout sauf directement vers moi. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai descendu les marches, m'arrêtant en bas. L'espace entre nous semblait chargé, mais différemment d'avant. Ce n'était pas un champ de bataille. C'était un gouffre. Salut, papa. Il a tressailli au son de ma voix, puis a enfin croisé mon regard. Ses yeux étaient rouges, lasses. Rowan, je n'aurais pas dû venir. Je ne savais juste pas quoi faire d'autre. Tu as eu mon message, a-t-il demandé, sa voix à la fois pleine d'espoir et de crainte. Oui. Il a hoché la tête, déglutissant difficilement. Je pensais chaque mot. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup remémoré des choses. Des choses que je me suis permis d'oublier. Il a regardé au-delà de moi, vers la maison. J'ai oublié à quel point ta mère aimait cet endroit. Comment elle en parlait toute l'année. J'ai oublié ça. L'entendre mentionner ma mère ici, c'était comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Il n'avait pas parlé d'elle en présence de Céleste depuis plus d'1 décennie. Pourquoi es-tu ici, papa, ai-je demandé doucement. Pas comme un défi, mais comme une vraie question. Pour te voir, a-t-il dit, la voix brisée. Pas pour entrer dans la maison. Je ne m'attends pas à ça. J'avais besoin de te voir. De te dire que je suis désolé en face, pour la carte postale,
pour chaque fois que j'ai laissé Céleste te faire sentir que tu ne faisais pas partie de notre famille. Tu en fais partie. Tu en as toujours fait partie. J'ai été un lâche. Le mot est resté en suspens dans l'air. Lâche. C'était la chose la plus vraie qu'il ait jamais dite sur lui-même à moi. Le dire ne répare rien, ai-je dit, la gorge serrée. Je sais, a-t-il murmuré. Je ne pense pas que ça puisse être réparé, pas comme c'était avant. Peut-être. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Si tu le veux. Il ne demandait pas. Il ne jouait pas sur la culpabilité. Il offrait simplement, depuis un endroit où il reconnaissait son propre vide. La dynamique du pouvoir avait changé sismiquement. Je détenais toutes les cartes, et il le savait. Je l'ai regardé, cet homme qui était soudain un étranger dans sa vulnérabilité. J'ai pensé à la petite fille qui aurait tout donné pour ce moment. Cette fille était partie, devenue une femme qui avait construit ses propres murs par nécessité. Mais les murs peuvent avoir des portes. Tu veux t'asseoir ? Ai-je demandé, en montrant la paire de chaises Adirondack usées sur la pelouse surplombant le lac. Juste s'asseoir. Un soulagement si profond a envahi son visage qu'il était douloureux à voir. Oui, j'aimerais bien. Nous nous sommes assis. Pas sur le porche, pas à l'intérieur de la maison. C'était encore mon sanctuaire. Mais sur le terrain, un terrain neutre et partagé. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons juste regardé l'eau, comme nous le faisions quand j'étais petite et qu'il venait me rendre visite ici avec mes grands-parents. Il a parlé le premier. Elle est partie. Tu sais, Céleste. Je me suis tourné pour le regarder. Quoi ? Après notre retour, la dispute. Elle ne s'est pas arrêtée. C'était à propos du voyage, puis c'était à propos de tout. Chaque compromis que j'avais jamais fait. Chaque fois que j'avais choisi la paix avec elle plutôt que toi, que ma propre conscience. Elle m'a traité de faible. Elle n'a pas tort. Il a fixé ses mains. Elle est chez sa sœur. Dit qu'elle a besoin d'espace. Julien ne répond pas à mes appels. J'étais stupéfaite. La vraie famille s'était brisée sous le poids de sa propre fausseté. Ma prise de position n'avait pas seulement protégé Whisperwood. Elle avait été la pression finale qui avait fissuré leur monde fragile. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une profonde tristesse douloureuse pour lui. Je suis désolé, papa. Il a secoué la tête, une larme s'échappant enfin sur sa joue. Ne le sois pas. Tu as été le catalyseur, mais la pourriture était déjà là. Je refusais juste de la sentir. Il a pris une profonde inspiration. Je ne te dis pas ça pour avoir de la sympathie. Je te le dis parce que tu mérites de connaître les conséquences de ta vérité. Elle a été puissante. Elle a brisé plus qu'un simple plan de vacances. Nous sommes restés assis en silence à nouveau, la vérité s'étendant entre nous. Il n'était plus l'invité non invité de la carte postale. Il était un autre type d'invité non invité, un qui s'était présenté aux ruines de sa propre vie, cherchant refuge dans l'honnêteté qu'il avait passé des années à éviter. J'aime cet endroit, dit-il doucement. Je l'ai toujours aimé. J'ai laissé Céleste me convaincre que c'était miteux, que tes grands-parents étaient excentriques de te le laisser. Mais assis ici, je me souviens. Je me souviens de la paix. Tu es le bienvenu pour visiter cette paix, papa, ai-je dit prudemment. Mais pas en tant qu'invité de Céleste, pas en tant que membre de son unité. En tant que toi-même. Et tu dois demander. À chaque fois. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et a hoché la tête. C'est plus que juste. C'est un cadeau. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas un nouveau départ. C'était une trêve. Un accord timide et fragile pour construire une nouvelle connexion à partir des décombres de l'ancienne. Brique par brique, avec des limites claires et sans le poison de la prétention. Il est resté 1 heure. Nous avons parlé de petites choses sûres. La santé des boulots, la peinture sur mon chevalet à l'intérieur. Quand il s'est levé pour partir, il n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Il a juste hoché la tête à nouveau, ses yeux remplis d'un chagrin et d'une gratitude inextricablement liés. Merci, Rowan, de m'avoir vu et d'être quelqu'un à qui il vaut la peine de s'excuser. Il est parti en voiture, plus lentement cette fois.
J'ai regardé sa voiture disparaître, puis j'ai regardé la chaise vide à côté de moi. Le fantôme de mon ancien père était parti. À sa place se trouvait un homme que je ne connaissais pas. Un homme qui s'était enfin présenté, non invité mais pas malvenu, pour commencer le long et difficile travail de connaître sa fille. Le nouveau départ en vraie famille. Il s'est avéré que ce n'était pas pour eux. C'était pour nous, et ce n'était que le début. Un an plus tard, l'automne peint à nouveau Whisperwood de feu. Les érables sont un embrasement de cramoisi et d'or, et le lac reflète le ciel brillant comme une feuille de cobalt polie. L'air sent la fumée de bois et les feuilles humides. Je suis sur la véranda ensoleillée en train de terminer une commande. Une étude détaillée de la même orchidée sauvage qui était sur mon chevalet le jour où la carte postale est arrivée. Ma main est stable. Mon cœur est calme. La maison autour de moi respire d'une nouvelle sorte de vie. Ce n'est plus une forteresse assiégée, ni un musée d'une enfance perdue. C'est une maison de travail. Mon atelier dans l'ancien bureau est encombré de croquis et de peintures. Les étagères de la cuisine contiennent mes thés préférés et les confitures que j'ai appris à faire avec les murs de la propriété. Il y a 2 nouvelles clés sur mon trousseau. Les 2 copies des serrures que j'ai changées ce jour fatidique. Aucune autre n'existe. Les ondes de ce jour se sont depuis longtemps installées dans un nouveau schéma immobile. Céleste a demandé le divorce. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé dans un autre état avec Julien, qui explore apparemment des entreprises entrepreneuriales qui impliquent toujours l'argent de mon père, mais à plus grande distance. Leur histoire sur les réseaux sociaux s'est transformée en une histoire de nouveaux départs triomphants, ce qui me convient. Leur récit n'a plus besoin d'un méchant, et je suis plus qu'heureuse de quitter la scène. Mon père et moi construisons quelque chose, lentement. C'est maladroit et tendre, comme un jeune arbre après un incendie de forêt. Il vient une fois par mois, appelant toujours d'abord. Nous nous asseyons dans ces chaises Adirondack et nous parlons, parfois de mon travail, parfois de ma mère, parfois de sa thérapie, qu'il a finalement commencé. Il ne demande jamais rien de plus que mon temps et la vue. Il apprend à être un invité dans ma vie, et j'apprends à le laisser visiter sans craindre qu'il n'apporte le vieux chaos avec lui. Il a l'air en meilleure santé. La fatigue perpétuelle dans ses yeux s'estompe, remplacée par une clarté tranquille, parfois triste. La leçon que Whisperwood m'a apprise n'était pas sur la vengeance. C'était sur la souveraineté. Pendant si longtemps, j'avais laissé les autres définir mon espace, ma valeur, mon rôle dans l'histoire familiale. J'étais la silencieuse, la facile, le fantôme. En traçant cette ligne dans le sable, ou plutôt dans le gravier de ma propre allée, j'ai cessé de demander la permission d'exister selon mes propres termes. J'ai réclamé les clés, littérales et métaphoriques, de ma propre vie. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Il ne s'agissait jamais de la maison du lac. Il s'agissait de la maison, de l'espace intérieur où je vis. Ils pensaient qu'ils me désinvitaient simplement de vacances. Ils essayaient en fait de m'expulser de moi-même. Et j'ai refusé de partir. J'ai mis le dernier trait de blanc lumineux sur la lèvre de l'orchidée et j'ai posé mon pinceau. La peinture est terminée. Elle est délicate, mais il y a une force dans la courbe de sa tige, une résilience dans la façon dont elle est enracinée sur la page. Je sors sur le quai, le vieux bois familier sous mes pieds nus. Le soleil est chaud, la brise est fraîche. C'est à moi. Pas seulement la terre, mais la paix, le calme, le droit à cette beauté sans excuse. Je ne suis plus un fantôme. Je suis la gardienne. La gardienne des clés, des histoires, du silence, et de l'héritage d'un amour qui a toujours été certain de moi. Et c'est le nouveau départ en vraie famille le plus réel qui puisse exister.